Écoutez, bonjour d'abord à l'assistant en personne qui s'est déplacé, et puis à vous qui m'écoutez donc de loin. Donc j'ai intitulé cette conférence Une anthropologie située du bouddhisme tamang à l'épreuve de l'histoire. Si on se laisse aller à penser qu'un effort de synthèse portant sur quelques 50 années de recherche, y compris d'enseignement, devrait pour se justifier prétendre à la cohérence et à l'exhaustivité, le scrupule et le sarcasme auront vite fait de miner le prestige d'une telle croyance. Céder à sa séduction ne ferait-il pas perdre le plus substantiel d'une telle aventure, ses tâtonnements, ses vicissitudes, ses dérives, ses découvertes fortuites? Si quelque chose de réel et d'obscur est véritablement appelé à se laisser mettre au jour dans le cours d'une traque prenant autant de temps d'une vie, c'est bien dans la matière des aléas de son déroulement, plutôt que dans ses présupposés inauguraux, que quelques traits inédits pourront se dessiner. C'est pourquoi je vais commencer d'abord par reposer les axiomes qui me paraissent avoir guidé le chemin parcouru jusqu'ici. Premièrement, je dirais toute histoire de n'importe quelle société se lit en fait dans l'état présent des forces sociales. Plus finement, si on veut interroger les époques passées de ces recherches, il faut un questionnaire. Pour moi, ce sera celui d'un Népal contemporain, avec ses inégalités, ses violences étatiques extrêmes, violence de la concentration du pouvoir et du capital à coups de fusil, on l'a vu récemment dans la cervelle de jeunes gens, la génération Z, où le dénuement et les protestations se sont réglés par l'élimination technologique pure et simple de la vie. Force est de revisiter nos analyses et catégories d'économie, de politique et de religion qui ont alimenté nos recherches dans les dernières décennies du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Deuxième axiome, on part du vécu, l'ethnologie. Moi, je pars du vécu de 3 générations népalaises. Celle des années 80, marquée encore au sceau des règnes dynastiques népalais et du système religieux hindou monarchique, avec son système politique des panchayats. Les années 90 et leur révolution sociale et politique, la restauration des partis, les pratiques touristiques et développementistes, initiées déjà depuis les années 60, et puis les grands trajets migratoires des Népalais pour travailler. Enfin, la fin de la monarchie avec les révolutions modernes sur des modèles internationaux, le maoïsme népalais en l'occurrence, et la toute récente Gen Z. Je vais donc proposer, moi, un récit clos qu'un fil conducteur, un fil rouge que je définis aujourd'hui de la façon suivante. Comment chez les Tamangs du Népal central, que j'ai découvert dans les années 80 du XXe siècle, ce que j'appelle des usages incorporés, une économie des substances et une dramaturgie de l'alliance ont tissé ensemble sensibilité, doctrine bouddhique et histoire politique. Bon, là, je vous montre simplement les régions dans lesquelles j'ai travaillé essentiellement au Népal, dans la vallée du Népal central, les régions du sud-est de cette vallée, Tamang, et les régions frontalières nord-orientales, plus proches des frontières tibétaines. Voilà. Donc, la question, le fil que je suis, c'est celui-ci. Comment chez cet amant du Népal central, que je découvrais, donc je viens de le dire, dans les années 80, comment coexister des usages incorporés, une économie des substances et une dramaturgie de l'alliance qui tissaient ensemble sensibilité, doctrine bouddhique, pardon, et histoire politique. Je vais commencer d'abord par la question des décentrements ethnologiques, décentrement de l'expérience ethnologique, y compris sur le terrain et dans son institution. Il me faut revenir au motif essentiel de la quête anthropologique et de ses résultats à partir des années de développement de l'ethnologie dans sa version universitaire des années 70, où plutôt que d'interpréter les sociétés dites exotiques ou sauvages avec les catégories contemporaines, l'exercice académique consistait plutôt à démonter ces mêmes catégories, celles de son propre terreau indigène, à partir d'expériences exotiques. Or, pour moi, l'exotique était d'abord et avant tout philosophique. Je venais de l'agrégation de philosophie, où on apprenait l'Antiquité classique, la théologie politique médiévale, la philosophie des Lumières, la phénoménologie allemande. Et j'entrais en quelque sorte en ethnologie à l'Université des sciences à Paris 7, avec la création de ce département d'ethnologie à l'époque, qui pour moi signifiait une sorte d'illusion d'une manière scientifique de voyager. La réalité institutionnelle au début des années 70 s'appelait alors Gréco-Himalaya, et en quête d'un directeur de thèse d'ethnologie, j'avais rencontré le professeur Lucien Bernot au Collège de France. Il m'avait dirigé immédiatement sur le programme de recherche de la RCP de Meudon, recherche coopérative sur programme. Or, le premier projet d'étude que j'avais proposé chez les Sherpas du Népal, j'étais fascinée par le Tibet, puisque mon grand-père qui invitait chez lui Alexandra Davinel,
le Tibet était évidemment un horizon presque familial. Or, je présentais un projet sur les Sherpas, mais il fut agréé au départ par le directeur d'études de la RCP, Corneille Geste, à condition que j'étudie le népali à l'école des langues orientales et non pas le tibétain, et que je me dirige vers les tamangs et non pas les Sherpas. Pesons et podomètres, compter les pas, peser des charges, inscrire des corps dans des tableaux. Ce genre d'expérience que l'on me proposa au départ n'était pas exactement ce que j'avais envisagé, et je me posais sérieusement la question à ce moment-là de la nature du travail ethnologique de terrain. Sous la guidance du Sarkiman Madji, un membre de corporation indo-népalaise, de pêcheurs et de bateliers, qui était le guide, l'introducteur officiel des ethnologues du Gréco-Himalaya sur leur terrain. Mon premier rapport sur les poids et mesures des charges que portaient les gens ne plut pas évidemment à Meudon, et comme l'homme sans qualité de Musil, j'attendais en vain l'institution d'un ministère de l'âme et de la précision qui mette démocratiquement en discussion le bien fondé des mensurations en anthropologie. En désespoir de cause, je changeai de directeur de thèse. Mon premier terrain, donc, comme on disait, on dit toujours, un village tamang des moyennes montagnes, m'avait appris mieux que des protocoles ce que voulait dire décentrer, se décentrer. Que l'on m'appelle Mimsab, Madame Saïb, lorsque je cheminais sous la haute guidance de Corneille Geste, de Sarkiman Madji, à qui l'on demandait au passage si j'étais un homme ou une femme sur les chemins, ou que ce soit lors des salutations rituelles plus tard chez les tamangs, on me disait: hé, Nana, Yelakan Sadji, et petite sœur, tu as mangé ton riz aujourd'hui? Et je répondais d'un air fâché à Sadji: non, je n'ai rien mangé, de toute façon, il n'y a rien à manger du tout à l'époque. Et je prenais ça comme une incitation à un aveu caché de goinfrerie. Je répondais indigné: non, je n'ai rien mangé, autant répondre à la question comment allez-vous qu'on ne va nulle part. Voilà de micro-scènes ethnographiques qui déplacent pacifiquement, je dirais, et émotionnellement tout un appareillage théorique. C'est à ce prix que je compris que l'identité n'est jamais donnée, mais qu'elle est jouée, et que l'ethnologue, s'il oublie de se faire historien, emprunte son rêve identitaire d'une consistance qu'il confisque à un contexte fait de pragmatisme. Ces premiers décentrements ethnographiques s'accompagnèrent d'un autre décentrement institutionnel, celui-là, adossé cette fois à une rencontre décisive, celle d'Alexander William MacDonald à Nanterre, qui m'engagea à substituer à la manie de mesurer un souci de lire et d'écouter récits, chants, liturgies et archives. MacDonald aimait à se définir comme un vieux guerrier. Il avait rencontré les Tamang à la fois dans ses campagnes militaires en Birmanie, en tant que commandant de soldats Gurkha, mais depuis Oxford, il avait commencé à travailler sur des textes populaires Sherpa et une certaine littérature Tamang dont je parlerai. J'avais compris trop tard qu'il aurait fallu en réalité, pour aborder sérieusement l'histoire des textes au Népal, non seulement par le népali, mais aussi le sanskrit et le tibétain. L'une des grandes difficultés de l'exercice de l'ethnologie chez les Tamangs du Népal, très versés en récits, en chants et en narration, mais également possesseurs de textes bouddhistes écrits en tibétain, était l'effort énorme linguistique pour approcher leur culture orale et écrite. À l'instar du patois provençal que parlait mon arrière-grand-mère maternelle, le tamang ne s'écrivait pas, mais ce n'était pas non plus un dialecte tibétain. J'ai été ultérieurement confrontée à des eurocentrismes philologiques et religieux. L'un consistait à considérer que le tamang n'était que du tibétain déformé, l'autre s'acharnait dans une reconstitution de toutes les narrations tamang, aussi bien chamaniques que bouddhiques, à partir d'un tibétain considéré comme une Ursprache hongroise, sur un modèle de l'ancien germanique. Disons qu'ensemble, ces lectures orientalisantes méconnaissaient entièrement les sources sociologiques critiques des années 80, a fortiori la sociologie marxiste, et les écoles ethnologiques des africanistes français qui constituaient alors l'école de Ballandier au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Les Tamangs, donc, dont je découvris l'existence en changeant de guide et de versant de montagne, comme on disait à la RCP, mais dans la même région, à l'époque, il s'agissait en réalité de districts ou de nouvelles divisions administratives qui étaient liées au système monarchique des panchayats. Les petits-enfants apprenaient par cœur à réciter déjà dans un mauvais anglais, dans les premières écoles dirigées par des instituteurs brahmanes et chetri, comment définir leur gaon, panchayat, word number pants, etc. En fait, ils se définissaient plutôt comme attachés à une doctrine dont on va parler, celle du Guru Rinpoche en tamang, et ils parlaient une langue non écrite apparentée de loin au tibétain. Eux-mêmes étaient plutôt désignés à l'extérieur comme des botés ou botias. Leurs officiants principaux étaient des lamas qui possédaient des livres écrits en tibétain, et il y avait tous ces fameux récitatifs et chants consignés dans des livrets, mais où le tamang était transcrit en devanagari.
Donc, dans cette partie orientale de la vallée de Katmandou, les Tamangs avaient été en contact depuis des générations avec les populations voisines de défricheurs indo-népalais, qu'on appelle les Paharis, gens de caste, qui d'une part les avaient relégués dans un statut inférieur du code civil népalais, le Mulkian, code hindou, en tant que carnivores et alcooliques. Ma foi, on n'était pas très loin des Français à l'époque. Mais qui, d'autre part, leur avaient progressivement racheté leurs terres, jadis exploitées sur un mode communautaire appelé kipot. Les Tamangs avaient également été considérés par les Anglais comme des recrues potentielles dans les bataillons de soldats Gurkha, porteurs de charges, pipa ou coulis, calassiers, tous ces termes que je découvrais dans les archives de la Hodgson Library en Angleterre lors des recrutements de soldats Gurkha par les Anglais. Les plus chanceux de ces Tamangs occupaient un rang parmi les anciens sipahis, soldats, ou sardars, lieutenants, ou encore naïkés. Naïkés, c'était recruteur de soldats à la retraite. Il y en avait un dans le village de Timal. Et la modeste solde qu'il touchait lui donnait un statut considérable à l'époque. Les autres, ils étaient devenus de simples porteurs ou pousseurs de charrettes au service des populations urbaines néoires de Katmandou, à cause de leur légendaire robustesse physique et surtout de leur dénuement. Donc ces Tamangs étaient donc déjà plus ou moins affublés de toutes ces représentations stéréotypées qui circulaient aussi parmi les Occidentaux et qui les faisaient souvent englober sous l'ethnonyme de Sherpa, devenu synonyme de porteur à la suite des expéditions himalayennes internationales. Les premières questions, eh bien, le plus difficile, c'est qu'en arrivant dans ces régions rurales du Népal central, avant la percée développementiste, c'était de tenter de rendre compte d'un ordre social qui y régnait, de ses règles et de son maintien et de sa reproduction. En gros, comment rendre compte d'un ordre social et économique sans que cette catégorie d'économie n'ait de sens pour une population qui vivait largement de subsistance dans un système non monétaire et en marge des cadres de l'État. Je vais donc développer ces fils rouges de mes enquêtes comme une recomposition autour de 3 objets entremêlés. Les catégories de l'ordre social, à travers une étude que j'appellerais écologique, des usages, manières de faire, de dire, de construire, une anthropologie des substances et des émotions, et la compréhension située d'un bouddhisme tamang populaire, Nyingmapa par filiation, chamanique par voisinage et politique par nécessité. Quelle est cette méthode des tableaux de l'usage dont j'ai parlé au départ et qui me fait parler aujourd'hui d'économie des substances? J'étais attachée à découvrir un type de formalisation qui pourrait rendre compte de la façon dont la reproduction du mode de vie social des Tamangs, dans ses aspects les plus religieux, était aussi enracinée dans des formes d'usage et de production très circulaires. Pourquoi, me demandais-je constamment, refaisait-on toujours les mêmes maisons? Pourquoi n'avait-on pas aussi peu recours à des machines? Pourquoi le niveau de développement des Tamangs m'apparaissait-il encore inférieur à celui, par exemple, de populations de l'Est du Népal, du point de vue des techniques d'irrigation, par canaux de dérivation, etc. Le bon côté du programme de la RCP avait été la rencontre avec des agronomes, dont l'un en particulier avec qui nous posions les mêmes questions. Donc cette circularité des usages m'a paru finalement assez proche d'un mode de vie pas si éloigné dans nos contrées. Le manque d'innovation n'était pas simplement dû à la pauvreté ou à ce que nombre d'économistes auraient appelé du sous-développement. Les besoins élémentaires étaient après tout satisfaits, on ne mourait pas véritablement de faim dans ces périodes. Mais les Tamangs ne vivaient pas encore en contact direct avec le monde marchand qui les a si vite rejoints, bien que certains d'entre eux aient commencé dès les années 80 à gagner bien plus d'argent que leurs voisins brahmanes, jadis maîtres du terroir. Ils en avaient aussi plus que moi dans les débuts de mes terrains. Il fallait rendre compte de cette logique qui articulait ensemble les besoins et les valeurs d'usage socialement reconnus. Ces recherches aboutirent, lors d'un séjour ultérieur, à l'établissement donc d'une méthodologie que j'ai appelée les tableaux de l'usage, c'est-à-dire une totalité articulée en partant d'activités élémentaires, habiter, se vêtir, se nourrir, transporter, nettoyer. Et si on pouvait considérer ces tableaux d'un point de vue technique, c'est-à-dire la possibilité de produire certains ingrédients à partir de certains matériaux sur la base de certaines recettes, on pouvait aussi les considérer de point de vue que j'appellerais stratégique et économique. Et je les comparais je vais compter la méthode de ces tableaux à celle des tableaux de François Quesnay, l'école des physiocrates, de manière à essayer de rendre objective une valeur d'échange existant à l'insu même des échangistes. Je vais passer un peu plus rapidement sur cette question des tableaux d'usage et si vous avez des questions, on pourra en parler ensuite. Disons qu'en résumé, ces tableaux, d'une certaine manière, parlaient d'une certaine économie des substances. C'est-à-dire que plutôt que de réduire alliance et parenté à des règles abstraites, on pouvait suivre à travers rituels, manières de faire et de dire,
les circulations de ce qui se transmettait, se mélangeait ou se séparait. Sang, nourriture, humeur, paroles efficaces, formules mantra que l'on absorbait écrits sur du papier et que les lamas donnaient en guise de soins à avaler. Et donc, ce qui, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y avait, d'une certaine manière, j'ai discuté de ça avec d'autres anthropologues, dont Tsai Hua, un Chinois qui avait fait une étude sur les Na de Chine et qui s'insurgeait contre l'anthropologie structurale à l'époque. Il était d'accord avec moi sur l'importance des substances pour parler de la parenté et non pas de règles structurales. Il y voyait un ethnocentrisme et on était d'accord. Et un autre grand dérificateur, c'est aussi Alain Testard, qui lui avait proposé une morphologie de la parenté, tout en s'appuyant sur un structuralisme lévi-straussien. Il montrait à partir de schémas mathématiques que si, après tout, les hommes s'échangeaient des femmes, comme le dit le lévi-straussisme, eh bien, les femmes faisaient en retour circuler des hommes entre elles. Voilà. Donc, les échanges, si vous voulez, n'étaient pas seulement de femmes ou de prestations, mais d'état, de corps et d'âme. C'est une nouvelle approche de la description de la réalité, si je puis dire, qui rend compte de la force affective des alliances, des interdits et des soins. Cette sensibilité à ces usages propres m'a paru alors plutôt comme une certaine structure de ce que j'appellerais le faire attention à, c'est-à-dire une attention orientée qui dépendait de ces catégories, de l'usage et de l'entretien de ces catégories dans l'usage lui-même. Cela donnait à cette sensibilité une tournure méritant d'être appelée religieuse. Il se dessinait là une sorte de logique attentionnelle. On fait attention aux poux sur le corps et non aux cafards ou aux toiles d'araignée sur les murs, chez les Tamans. On est indifférent aux taches sur les vêtements, mais on enduisait le sol de bousses de vache, ce qui, dans d'autres contrées, était une déjection animale. Par ailleurs, l'épouillage était une occasion de souligner les liens de parenté, marquant l'intimité de la maison du clan. C'est la mère ou le père ou les grands-parents qui épouillaient leurs enfants, et inversement, la femme qui épouillait son mari. Une sensibilité partagée n'est pas un goût flottant, c'est un régime d'attention qui se reproduit en actes. Il devient observance, donc religieux, lorsqu'il se lie à des obligations, des rythmes, des interdits. Donc, tout en rejoignant à plusieurs égards les théories de Pierre Bourdieu sur l'incorporation et l'habitus, que la différenciation culturelle produit dans la société, je critiquais en même temps le caractère trop eurocentrique. Si cela aurait bien pu se passer dans n'importe quelle région de France, encore fallait-il tenir compte de la grande diversité des formes attentionnelles, des intentionnalités multiples, et que je définis personnellement comme un appareillage de catégories, une sorte de table chimique des éléments, mais où les attentions A sont conçues comme de véritables instruments d'optique, où l'on peut se passer de décrire, où on ne peut se passer de décrire un large contexte de la diversité culturelle de leurs manifestations. Comment, dans une société, se rendent distinctes certaines affections alors que d'autres se dérobent à la perception collective? En fait, ce qui est sensible et ce qui est ethniquement remarqué. Disons que je généralise ici une critique de la réification, celle de l'identité et de la sensibilité à partir de nos projections, de nos singularités, érigées en universel abstrait, et dont on ne doit cesser de démêler les fils politiques et les présupposés idiosyncratiques. Je salue ici le travail de Éric de Dampierre sur la traduction de l'opuscule allemand de Hegel, Verdankt abstract, qui pense abstrait, où il définissait l'abstrait comme la pensée, enfin Hegel définissait l'abstrait comme la pensée de l'homme de la rue par rapport au concret, selon le philosophe, c'est-à-dire ce qui est distingué. J'en viens donc à une troisième phase de mes recherches, ce que j'appelle l'anthropologie des émotions. Ça marche. Donc, les émotions. J'avais introduit une discussion sur les questions posées par Durkheim à propos de sa recherche des formes élémentaires de la vie religieuse. On sait que Durkheim, à la circonstance, se référait en fait en particulier à William James, le créateur de la psychologie expérimentale américaine, qui, de ce point de vue psychologisant, se posait aussi le problème d'un principe commun au fondement de toute attitude religieuse. Habitué à traiter des questions d'une façon ethnographique, sur un fond d'enquête, concernant l'organisation des formes de la vie quotidienne, aussi bien que l'histoire des idées, je découvris dans la singulière famille des James un terreau très riche qui permettait de relier des expériences personnelles de la spiritualité, comme disait William James, à l'élaboration de leur théorie sur les émotions et la sensibilité. Disons que le résultat de l'enquête sur cette fratrie, c'est ce que j'ai appelé alors la contamination par les émotions. Pour penser ensemble contamination des émotions et fabrique des croyances, je ne m'appuyais pas
sur un goût de l'analogie gratuite. Mais pour rappeler ceci, écrivains, philosophes, ethnologues partagent une même épreuve, celle de transformer une expérience affectée en forme transmissible. Chez les Tamang, mais comme dans toute société, on ne croit pas au sens étroit du terme. On pratique, on ressent et l'on s'ordonne par des usages autour de scènes. Ces scènes très denses chez les Tamang, ça a d'abord été les funérailles. J'ai commencé par étudier les rites funéraires parce que c'est là que j'ai plongé en premier. Pendant au moins, je sais pas, 5-6 ans, j'ai passé mon temps à étudier les rites funéraires et quand on me voyait sortir des maisons de Tamang, j'étais un oiseau de malheur. On disait, ah, il doit y avoir un rite funéraire sur la colline en face. Euh, Ces émotions sont des opérateurs. Ils collent, ils entraînent, ils incorporent. L'émotion fait passer des mots aux gestes et des gestes aux doctrines. En ce sens, je vais analyser les pratiques du Powa, du transfert de l'esprit par les Tamang, comment ils l'expliquaient, à partir de cette extraction du Namché. Bon. Disons que depuis une critique des usages et des catégories d'analyse issues de la description formalisée de l'ordre social et des aperceptions sensibles qu'en avaient les gens, je pouvais enfin commencer à comprendre un peu mieux ce qu'on appelait bouddhisme chez les Tamang. Alors, bouddhisme chez les Tamang, un bouddhisme situé, doctrine en acte, cosmologie en scène. Même si cette pratique est devenue triviale, il convient de revenir sur une sorte de stupéfaction lorsque, sous le même vocable de bouddhisme, on examine des élaborations scientifiques, comme le démontage des illusions psychiques, de la croyance aux choses en tant que telles d'un côté, et de l'autre, des démarches qui n'ont rien à voir avec le bouddhisme, comme l'animation des statues, le fait d'examiner les traces de passage des saints dans les pays, l'existence d'entités naturelles, autant de phénomènes parfaitement bizarres pour un bouddhisme athée et apsychique. Comment est-ce que j'ai donc pu esquisser plutôt ce que j'appelle une manière bouddhique de considérer l'histoire, en particulier de ces petites populations bouddhistes du Népal, petites certes au regard de la grande histoire du bouddhisme mahayaniste tibétain et de son développement international au XXe siècle, mais grandes, dirais-je, dans l'importance qu'ont pu prendre des motifs mythologico-politiques, des revendications autonomistes et identitaires, qui ont recréé des formes de transnationalisme auxquelles ne pensaient certainement pas les propagateurs du bouddhisme au Népal et au Tibet, ni a fortiori les premiers bouddhistes indiens. Ce qu'on appelle bouddhisme chez les Tamang se donne d'abord comme Che. Che, c'était la doctrine évidemment en tibétain, Dharma chez les Indo-Népalais. Le Che, bien sûr, c'est une exigence éthique, les obligations de service, les accumulations de mérites, l'espoir d'une sortie par le haut après la mort. La doctrine n'y arrive pas toute nue. Elle advient à travers des rites funéraires, transfert de mérite, gewa, où le lama extrayait le principe conscient par le sommet du crâne. Ils avaient recours à des termes dont on trouve bien évidemment les étymologies tibétaines, namche, powa, mais eux, ils parlaient du tupi, la mèche de cheveux que tous les hommes se laissent pousser au sommet du crâne. Et lors du transfert après le décès, eh bien, le lama disait on extrait le tupi, c'est-à-dire on attrape en quelque sorte ce principe conscient qui passe par cette mèche de cheveux. Or, le problème, c'est que les femmes n'avaient pas de toupie. Mais les femmes étaient définies plutôt par des principes de la chair, qui se désagrégeaient aussi après la mort, qui devenaient poussière, etc., ce qu'on entendait dans les chants du Tamba, dont je vais parler. Et donc, on en était ramené là à la compréhension, on va dire une compréhension entre guillemets théologienne, si vous voulez, sur ce qu'on appelle les âmes. Alors, dans le catholicisme, c'est pareil. J'ai entendu des oncles dans ma famille il y a très longtemps, dont l'un était prêtre à Notre-Dame de Paris et qui discutait quand même sur la question de savoir si les femmes avaient une âme, au même titre que les hommes. À cet égard, on retrouvait des terrains relativement semblables. Sauf que j'ai toujours considéré que les Tamang étaient beaucoup plus philosophes que les catholiques, dans la mesure où ils sortaient le toupie pour guider l'esprit du défunt dans le bardo. Mais j'avais, en ayant assisté à la messe toute mon enfance, j'avais entendu des messes catholiques et vu des prêtres opérer des tours de magie pour transmuer le sang du Christ et sa chair en hostie et en vin. Et contrairement aux Tamang, les catholiques étaient beaucoup plus carnivores puisqu'ils mangeaient le corps du Christ et ils buvaient son sang. Il fallait donc, dans le mouvement des réificateurs dont je parle, rendre compte de croyances. Et là, je salue au passage l'héritage philosophique de Gérard Lamplus, avec qui j'ai beaucoup discuté de ce thème des croyances et de la manière dont nous faisions que projeter tout le temps nos croyances sur la manière dont les autres croyaient à leurs propres croyances.
La lecture des travaux de Rolstin a aussi été extrêmement importante pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer une fois à Meudon avant sa disparition, pour comprendre aussi l'énigme APA au Népal. Surtout dans un exemple que je cite ici, que Stein rapporte, lorsque il rapportait justement comment les interprétations populaires et les aberrations, comme les sacrifices sanglants, étaient déjà vilipendées par certains religieux au XIe siècle. Et Rolstin avait décrit comment le lama Yeshue s'exprimait violemment en ces termes contre les abbés de campagne. J'ai presque envie de lire le texte. Il est magnifique. Depuis le développement des rites de libération, chèvres et moutons n'ont plus de repos. Depuis le développement des rites d'union sexuelle, les gens se mêlent sans égard aux liens de parenté. Ou encore, vos pratiques de vous autres, tantristes, abbés de village, peuvent paraître merveilleuses à d'autres s'ils en entendent parler dans d'autres royaumes. Mais ces pratiques qui vous font dire nous sommes Bouddha sont moins miséricordieuses encore que le dieu du Karman. Vous êtes plus avides de viande que faucons et loups, plus libidineux qu'ânes et taureaux, plus avides de décomposition que maisons en ruine ou poitrines de cadavres. Vous êtes moins propres que chiens et porcs. Ayant offert excréments, urine, sperme et sang aux dieux purs, vous renaîtrez dans l'enfer du marais de cadavres putréfiés. Quelle pitié! La question de savoir si les Tamang étaient encore attachés à des traditions non bouddhiques ou pré-bouddhiques était difficile à poser à partir des seules références à d'anciens cycles d'enseignement transmis dans la tradition tantrique. L'essentiel du corpus écrit des lamas Tamang se rattachait effectivement au cycle de Terma de Jetsun Ningpo, XVIIe siècle, mais les moments désignés par les lamas comme rituellement signifiants, la consignation de leurs propos et leur propre herméneutique, pouvaient être pour moi d'un plus grand secours que l'étude des textes eux-mêmes. On pouvait faire intervenir d'une autre manière également les références historiques au bouddhisme tibétain, en examinant par exemple la profondeur de l'imprégnation du champ religieux par certaines références directement issues de la pratique bouddhique tibétaine, et non pas seulement par les grands enseignements fondamentaux du bouddhisme mahayaniste. Et ici, je salue le génie tibétologique de Anne-Marie Blondeau, qui a su nous faire passer de la compréhension des catégories de la pratique locale par le filtre de ces fameuses catégories tibétaines, les Lacines Delgué. Ces travaux ont eu le grand bonheur pour nous d'être entièrement publiés dans la revue RET, magnifique, fondée par Jean-Luc Achard, et tandis qu'Anne-Marie Blondeau nous faisait aussi un véritable avenir de publication en collaborant avec l'Académie autrichienne des sciences sociales, dirigée par Steinkellner. La compréhension des formes de la dévotion et de la doctrine passait donc avant tout par leur inscription dans un paysage habité d'entités. La, Ladré, Dieu et démon, Lu et Tsen, Dieu des eaux et des rochers, Shibda, Nieda, Sada, maître du site et du sol, Yulla, seigneur du terroir. On a fait nos délices de la description de ces catégories à travers l'Himalaya. Ces notions ne flottaient pas, elles réglaient l'usage du monde, où l'on urine, ce qu'on découpe, quand on s'abstient de telle ou telle substance. Et elles arbitrent à leur manière des conflits très humains, héritage, alliance, frontières. Ce n'étaient pas des règles écrites ou énoncées qui régissaient les comportements ou les idées sur une quelconque division ou union des sexes, entre guillemets, c'était toute une imagerie sensible tirée de l'environnement, végétaux, rivières, matériaux, animaux, esprits des eaux ou de la terre, proposant une multitude de références à des signes décryptés par les gens ou qu'ils désignaient à partir des propos de lama, de chaman ou de tamba. Certaines de ces catégories me posent encore des questions. D'où sortent-elles? De la pratique, de la compréhension des gens ou de ce qu'ils ont entendu de lecture de textes tibétains. En résumé, les Tamang n'étaient donc ni pires ni meilleurs que ces tantristes et abbés de village dénoncés par le lama Yeshue. Ils composaient. L'hérésie supposée est souvent la pragmatique d'un acosmisme populaire, si je puis dire ainsi. On libère l'âme et on nourrit les dieux. On évite de souiller la terre, réifié dans une déesse, chez les Tamang, Saï Lamo, et on apaise un dieu des rochers avec le foie sanglant d'une chèvre, le jour idoine. On offre lait et encens aux loups végétariens. La morale y est moins un code qu'une économie fine des atteintes et des réparations. Alliance, alors j'en viens maintenant donc à cette mise en scène dont j'ai parlé, de l'alliance, dramaturgie de l'alliance, par un personnage, donc conteur, historien, poète, le Tamba. Au centre de cette écologie rituelle se trouvait donc ce personnage. Il disait l'origine des clans, 18 idéalement, mais en fait bien plus en réalité. Il racontait les incestes fondateurs qui divisaient encore le groupe à cette époque. Il mettait en vers la hiérarchie ambivalente des divinités lignagères, mâle, femelle, Joho, Jomo. Il rappelait des mythes fondateurs
ceux des dieux des eaux et des rochers qui s'étaient mariés jadis, Lu Dantana Bihari, ça c'était les chants tamins du Tamba. Comment, en quelque sorte, la catastrophe, il parlait aussi, pardon, de comment la juridiction était comprise à l'époque comme un serment devant les autels qu'on appelait les Chimé Boumé. Comment la catastrophe géologique guettait quand l'alliance transgressait les desseins du groupe. Ce mariage idéal avec la cousine croisée matrilatérale apparaissait dans ce cadre moins comme une prescription qu'un horizon où se rejouaient des équilibres. L'ici, le lignage, et l'ailleurs, l'affinité. Le sec, les rochers, et l'humide, les eaux. Le visible et l'invisible. Les enjeux importants se dessinaient dans tous les rites et les actions rapportées à des entités invisibles, régnant sur le destin des hommes et de la société. Entre pèlerinage chamanique, célébration lamaïque de la doctrine, et mise en scène narrée et chantée de la dévotion, ces tambas, devenus si populaires aujourd'hui chez les Tamangs, recréaient donc sans cesse des liens entre le ciel et la terre. Les lamas gouvernaient les grandes déités d'en haut et l'accès au paradis. On l'appelait le paradis d'Opamé, hein, chez les Tamangs, paradis de l'Ouest. Et les chamans, Bompo, étaient les alliés des entités souterraines. Narakunda, en sanskrit, qui, en népali, qui tentaient d'arracher donc au tourment éternel des renaissances mauvaises les victimes des entités maléfiques. En dehors des mythes qui narraient les combats épiques entre maîtres des espaces célestes et ceux des mondes souterrains, que j'ai étudiés de différentes manières à plusieurs reprises, en lien avec les mythologies du Népal au Sikkim, je me demande, et bon, j'ai récemment tenté de redéfinir justement ce que j'ai appelé une théorie des trois mondes chez les Tamang, Lama, Tamba, Bompo. Je me suis demandé quel était le terreau historique de ces grandes partitions de pouvoir entre maître lama de la doctrine du Tchö, chaman, maître des enfers. Donc je passe maintenant à un autre grand registre, les pouvoirs religieux et mondains, une histoire longue, ce que j'appelle une histoire longue des protections. Voici une carte que j'ai photocopiée dans un ouvrage des Rana qui montre le Népal de la conquête Gorkha, euh, dont je vais parler maintenant. Donc, pouvoir-État lié à une colonisation interne. Quels étaient les pouvoirs des lamas dans l'État de Gorkha? Les lamas tamang d'aujourd'hui se disent Nyingmapa. Hier, les rois Gorkali requéraient leurs services rituels. Ils reconnaissaient des terres religieuses qu'on appelait Gouti. Ils recherchaient des appuis tantriques jusque tard dans le 19e siècle. C'est donc un détour par l'histoire au XVIIe et par la relecture des archives qui a permis récemment d'éclairer la persistance et la force des pouvoirs des lamas. À côté des confrontations militaires, des contacts entre populations qu'on appelait Boté, dont les Tamang d'aujourd'hui, et entre populations Boté et Gorkha, se sont noués d'une façon particulièrement intéressante autour du rôle des lamas bouddhistes. Les lamas Tamang d'aujourd'hui se déclarent toujours Nyingmapa. Ils peuvent être rattachés aux grands courants religieux qui émergent et prennent forme dans l'Himalaya, mais bien avant le XVIIe siècle, en réalité, entre Xe et XIIe siècle. Et bien que 5 siècles plus tard, les dirigeants au XVIIe aient été largement des patrons de l'hindouisme, les premiers rois Shah de Gorkha ont montré une forme de révérence pour les lamas et les monastères bouddhistes des régions adjacentes à leur capitale. Durant le règne de Narabhupal, et même jusqu'à ce que Prithvi Narayan Shah prenne le pouvoir, celui que l'on voit sur cette carte, les Gorkhas avaient non seulement reconnu les monastères bouddhistes et protégé leurs établissements religieux, mais reconnu également les pouvoirs tantriques des prêtres lorsqu'ils avaient besoin de services religieux ou de conseils, autant publics que privés. On retrouve toutes ces traces dans les archives, bien sûr, mais aussi des inscriptions sur les plaques de cuivre dans les monastères, dans les lieux saints bouddhistes, les traditions locales aussi qui tracent une histoire de patronage réciproque. Lama légitimant des souverains, souverains protégeant des monastères. Donc cette histoire du bouddhisme sur fond historique. Je viens à mon deuxième grand versant. J'ai parlé d'écologie, environnement écologique. J'en viens donc à le deuxième grand volet que j'appellerais praxis. J'emprunte ce rapport entre écologie et praxis à la première monographie de Philippe Descola, extrêmement intéressante à cet égard. Praxis, qu'est-ce que c'est? La pratique, les pratiques. Eh bien, c'était le travail, bien sûr, le travail, l'engagement dans le mercenariat, dans les armées Gurkha anglaises, indo-anglaises, les débuts d'une économie politique avec le travail bridé, le travail forcé. Comment défaire les clichés? À propos de portage, donc,
j'ai vu bien évidemment tout de suite le rapport, la continuité entre ordre militaire et travail. Pourquoi les tamangs s'employaient-ils majoritairement dans des activités intermittentes de portage de charges à dos d'hommes dans leurs premières activités salariées à l'extérieur des villages? Contrairement à ce que laissaient entendre les discours et les programmes, les tamangs n'étaient pas nés porteurs. Il faut bien évidemment résumer le tableau de la situation globale de ces populations par rapport à la constitution d'un État népalais, sa signification et l'histoire des classifications nationales des populations népalaises suite à la conquête coloniale intérieure par les hindous et la colonisation anglaise en Inde. Non, les tamangs ne naissaient pas porteurs, ils le devenaient par histoire. Conquête Gorkhali, catégorie civile du code hindou du Mulukihain, qui les classait comme Massiné Matwali, gens potentiellement, on pouvait mettre en esclavage à cause de leur fâcheuse habitude de boire des boissons fermentées, expropriation foncière qui s'ensuivait, corvée, jusqu'à l'intervention d'un ethnonyme moderne, le fameux nom de Tamang, pour se démarquer de quoi, bien sûr? De l'étiquette dépréciative beauté. Le portage salarié, les départs, le mercenariat ne sont pas non plus des vocations, ils traduisent plutôt la place assignée à des marges qu'on exploite. Pour comprendre donc cette position des Tamangs moderne par rapport à ce background de type tibétain, il faut rappeler bien sûr la construction des beautés comme ennemis du Raj. Dans l'histoire coloniale intérieure, les Tamangs actuels étaient appelés jadis Murmi, gens des frontières, par les recruteurs militaires anglais. Ils avaient donc souffert globalement de leur ancienne assimilation à des beautés ou toutes sortes de populations considérées comme des sortes de Tibétains, c'est-à-dire des ennemis du Raj. Gorkha. C'est ainsi qu'avaient commencé les guerres des Gorkhalis contre le Tibet au XVIIIe siècle, 1789-1792, qui s'étaient accrues durant le règne de Jong Bahadur Rana, et ces guerres contre le Tibet en 1854-1856. L'image des beautés comme ennemies a été popularisée au Népal à travers des chants, Botako Sawai, et même ritualisée dans les mariages parmi certaines familles brahmanes et tchétris. Les Tamangs, en réalité, les Tamangs ont souvent joué des rôles neutres durant ces guerres Gorkhali avec le Tibet. Ils étaient plutôt employés justement comme porteurs ou comme traducteurs et négociateurs. Mais ils furent aussi contraints de façon extrêmement violente à aider les troupes Gorkhali dans les guerres du XIXe siècle. L'escalade avait été amplifiée durant le règne de Chandra Shamsher, qui avait préparé l'invasion du Tibet en 1929, en travaillant en particulier à l'accroissement de l'armement et en collectant des réserves de nourriture et d'argent sur le dos des populations locales, dont beaucoup, bien sûr, de ces populations qui avaient été repoussées en haut des collines infertiles au Népal. Euh, donc, ce n'est qu'à travers les interactions avec l'Inde britannique que la maison de Gorkha avait commencé à parler d'elle-même d'un point de vue étatique au Népal. Et ce n'est qu'après la chute des Rana en 1950 que le Népal répandit l'idée d'un État hindou et promut une idéologie nationaliste d'assimilation. À travers quoi? À travers des cours de justice, des prisons, des écoles et des postes. Des anthropologues ont décrit ces périodes. On peut les inclure, si vous voulez, dans ce qu'on a appelé les périodes développementistes entre 1960 et 1990. L'État était de nature autoritaire et oligarchique et toute manifestation était évidemment interdite. La nouvelle domination étatique s'est accompagnée de nouveaux ethnonymes à travers l'introduction du nom de Tamang. Là aussi, je vais passer un peu plus vite. Disons que cette nouvelle identification, ce nom aurait été probablement fabriqué en 1930, à partir des années 30 au XXe siècle. Nouvelle identification qui servait à lever l'opprobre impliqué par le terme d'évaluateur de beauté et qui fabriquait de fait une népalisation de ces populations. C'est pour ça qu'on a vu des populations tibétaines aussi éloignées que celles des Tamangs euh, se faire appeler Tamang justement à Oumla. En réalité, bon, bah, c'était des populations qui étaient incluses, voilà, grâce à ces nouveaux édits euh, étatiques. Je passe donc plus rapidement à maintenant la continuité, si vous voulez, de l'étude de l'imbrication entre pouvoir religieux et politique, le foncier et sa juridiction, à la fois mondaine et céleste, avec des enquêtes que j'ai pu faire dès 1981, mais qui ont duré plus longtemps, jusqu'à, la dernière fois, 2014,
sur les frontières tibétaines et qui ont été décisives pour ma compréhension des rapports entre le religieux, le politique et le foncier. C'est celle que j'ai pu faire donc à Walongchungola, au nord-est du Népal. Et là, j'ai pu voir quels étaient les rapports entre les Goa, chefs tibétains, et les Rana, féodaux, dans ces époques. Commençons donc par l'étude de ce que j'appelle les topographies du sacré, des paysages sentis, on appelle les pays cachés, les béhules, compris comme à la fois signes, révélations, et leur relecture juridique contemporaine. Donc le foncier et le religieux. Les pèlerinages, on l'a vu, ça a été étudié longuement, ignorent les frontières administratives. La doctrine s'inscrit dans les lieux par des gestes, circumambulation, prosternation, révérence aux livres, autant minéralisés qu'imprimés, qui font du paysage un véritable palimpseste de signes. De même, le sens et la compréhension du territoire habité ne tient pas tant dans la carte, mais dans la lecture partagée des traces, dans les épreuves que l'on s'inflige pour voir et toucher. On dit darshan garne en népali. Faire un darshan, c'est faire un pèlerinage. Or, le sens de darshan, c'est aussi les corpus philosophiques en Inde. J'ai écrit un article en l'honneur de Anne Chaillet sur cette notion de darshan. Anne Chaillet, que je salue aujourd'hui, très grande historienne et très regrettée Anne. Chez les Tamang, le culte des ancêtres qui s'appelle Doïla. Les exorcismes, on parle de deux, Doïla, dieu du deux. Les statuettes dans lesquelles s'incarnent les dieux, les tormas, des grands protecteurs du bouddhisme, Avalokiteshvara, qu'on appelle Tuche chez les Tamang, témoignent, en tibétain aussi bien sûr, témoignent d'une symbiose tibétaine Newar-Tamang, où je dirais que l'orthodoxie théorique cède devant l'efficacité sensible. La pratique active des pèlerinages interterritoriaux et des missions transfrontalières que l'on observe dans la région himalayenne suggère qu'il y a eu l'existence d'échanges religieux au-delà des juridictions politiques. Au Tibet comme au Népal, le thème des pays cachés, Béyul, dit l'ambivalence d'un savoir qui va d'une précision botanique, hydrologique, zoologique, à la liberté infinie d'une imagination ouverte. Au Sikkim, à partir des années 90, j'ai eu la chance de pouvoir entrer enfin dans la réserve de Dzonggu, qui était Restricted and Reserved Area, et j'ai pu côtoyer dans leur forêt des Lepchas, anciens collecteurs-chasseurs, dont les ancêtres passaient par des corridors souterrains depuis les grands sommets sacrés du Kanchenjunga. J'ai pu étudier les histoires de l'ouverture de l'ancien royaume bouddhique sikkimé à la doctrine tibétaine par des arats tibétains, qui eux aussi planaient au-dessus des cols, sauter par-dessus les montagnes, et j'ai pu ainsi approfondir les rôles comparés de chamans népalais, qu'on appelait Bompo, les chamans sikkimais, les Bomting, tous influencés par les doctrines et les mythologies tibétaines. Je pourrais commenter certaines de ces images ensuite. Voilà. Walungchungola. À Walongchungola, donc sur ces frontières, j'y arrivais en 1980, ici, et puis j'y suis retournée ensuite 3 fois, mais la dernière fois c'était en 2014. Ils se côtoyaient de manière très intéressante encore, ces anciens Goa, avec des représentants de l'administration népalaise moderne, les Bicharis. Ils se mêlaient donc justice et douane, affaires religieuses et mondaines. Wolong-Chongola, une place de marché et de contrôle douanier, était un lieu très emblématique de cette imbrication serrée du religieux, de l'économique et du politique à travers cette figure du Goa. À l'époque, alors j'y suis arrivée évidemment après un long et périlleux périple en zone interdite, et j'ai pu habiter chez la famille de ces anciens Goa, chefs de ces frontières, qui avaient été de véritables rois, de riches marchands, et qui pouvaient encore prélever à l'époque, en 1980, où j'y arrivais, 81, jusqu'à 50 Népali roupies à la frontière sur chaque charge de yak, chargée d'herbes, de sel, de laine, de céréales, qui transitait par là. Il faut dire qu'en 1981, le commerce avait repris. On était à la période le Tibet était occupé depuis longtemps, bien sûr, et on était à la période de libéralisation relative de Deng Xiaoping, et donc le commerce avait pu recommencer à cette époque. Ce Goa, alors j'ai un peu retracé l'histoire de ses frontières. Joseph Dalton Hooker y est passé en 1848. Hamilton en avait déjà parlé aussi au Népal au début du 19e siècle. Et ensuite, Führer Heimmendorf y est passé aussi dans les années 50.
Donc ce Goa, chef d'origine tibétaine, avait un rôle de justicier, mais c'était quand même le Lobon Lama qui tranchait les litiges. On avait curieusement une sorte de trilogie, là aussi, guerrier tibétain armé, Lakang, qui circulait sur ses frontières jadis, landlord, qui étaient aussi des prêtres, et commerçants. Une trilogie, un peu ce que décrit l'économie classique de Adam Smith. Il était longuement question, dans les récits que je récoltais à ce moment-là, aussi du rôle du Bichari ou Karmachari de l'administration népalaise, un chef de village délégué de cette administration, qui était déjà parti à l'époque à Katmandou, qui était beaucoup plus riche en réalité et plus puissant que le Goa, et qui avait accumulé d'énormes fortunes. Je fondais ma relation de cette visite en fait sur une traduction. J'avais découvert un opuscule en 1988 euh, d'un récit d'un avocat népalais, chef d'une délégation népalaise qui avait été envoyé en 1920 sur ses frontières pour tenter d'y régler des problèmes de meurtre et de conflits territoriaux qui s'y posaient à l'époque, donc bien avant la réforme politique des panchayats. Effectivement, c'était une période dans les années 20 du XXe siècle où l'État népalais Rana tentait encore de stabiliser ses frontières et d'y installer leur domination. Effectivement, cette économie parallèle des frontières gangrenait l'État Rana, ou tout au moins l'empêchait de contrôler le passage des Anglais qui tentaient d'atteindre le Tibet à l'époque. À partir de là, j'ai continué à étudier justement ce que j'appelle les transformations simultanées de la doctrine bouddhique Che et les principes de l'autorité religieuse. Oui, j'aille peut-être un peu plus vite parce que je voudrais parler aussi beaucoup de mon étude des révolutions au Népal. Disons que, pour résumer, la déruralisation massive au Népal à partir des années post-Panchayat, rétablissement sur le trône au Népal des rois Shah, et les conflits politiques des 3 dernières décennies ont transformé profondément les conceptions de ces anciens ordres doctrinaux et juridiques. Il y avait des rébellions religieuses et politiques sporadiques contre l'autorité des anciens, des lamas et des chefs de village, déjà dans les années 80 quand j'étais au village. Je les ai documentés. Pour moi, c'était déjà un épiphénomène important de ce qui s'est passé ensuite et qui m'a permis de comprendre aussi comment les Tamang avaient pu, bouddhistes, tels que je les avais vus, obéir aux doctrines, aux anciens. Comment avaient-ils pu s'engager dans les rangs des maoïstes? Qu'est-ce qu'ils en avaient compris? Et qu'est-ce qui ensuite a commencé à défaire d'une certaine manière l'attachement à la fois aux principes religieux, aux structures claniques, aux réseaux très denses de fraternité qu'on appelait les Dajubai, les Jojo Ale, des liens ancrés dans des manières communes d'obéir au code religieux qui ont malgré tout résisté aux dispersions familiales et aux migrations internationales. Ensuite, il y a eu bien sûr des transformations avec les mariages mixtes chez les Tamang, qui se sont orientés vers une hypergamie recherchée avec des Sherpas, des Tamang tibétanisés, voire même des Occidentaux. J'en parlerai un peu plus après. J'en viens donc à la question de l'apparition des revendications d'autochtonie et comment tout ça s'est greffé aussi sur les révolutions dont je vais parler. Disons que les Tamang ont revendiqué, on a vu apparaître dans les années 90 des mouvements très forts d'autonomie et qui se sont traduits par des revendications euh, qui, bien évidemment, étaient axés sur des rébellions réelles contre les pouvoirs hindous, dont j'ai parlé, mais en même temps sur d'autres grands mythes, si vous voulez, d'attachement à un terroir qui aurait une antériorité immémorielle. Disons que des rébellions réelles ont donné lieu à des manipulations de deux côtés. D'un côté, le maoïsme, avec son martyrologue, une mise en scène internationale. De l'autre côté, une forme d'ascétisme à visée politique qui s'est traduit aussi par un phénomène que j'ai un peu étudié. C'était un jeune Tamang qui s'est pris pour un Bouddha vivant et qui s'est mis à méditer euh, avec force saine internationalisée en essayant d'une certaine manière de réinstaurer un attachement bouddhique Tamang plus essentialisé en réalité que ce qu'il n'avait jamais été. Donc j'en viens à la question des sécularisations, révolutions et leur réécriture de l'histoire. Rupture des années 2000-2001, assassinat de la famille royale au Népal, un grand traumatisme.
Traumatisme aussi bien dans le réel que dans l'imaginaire. Qu'est-ce que cela a entraîné comme forme de résistance ou d'engagement révolutionnaire? La fin du régime des panchayats et la guerre maoïste entre 1996 et 2006 et les recompositions partisanes ont accéléré, je dirais, une forme de sécularisation paradoxale. D'un côté, le programme révolutionnaire maoïste a martelé égalité, fin des castes, autonomie régionale, quotas. De l'autre, il a moralisé, c'est-à-dire censuré des pratiques, alcool, jeux, d'une certaine manière reconverti des religiosités en d'autres formes de religion civile. Les Tamangs s'y sont engagés, parfois massivement, mais en faisant subir nombre de distorsions à leur conception de la doctrine. J'ai étudié ça de très très près, je me suis engagée vraiment sur le terrain entre 2000 et 2005, j'ai essayé de comprendre finalement comment il est émergé de ces luttes qui ont été vraiment sanglantes, une forme de pan-bouddhisme urbain, plus international que lignagé, plus événementiel que rituel. Donc, sur la base de mes longues enquêtes multisituées, j'ai enquêté non seulement au Népal, mais j'ai enquêté aussi en France, les chefs maoïstes qui venaient en France pour essayer de faire accréditer leur mouvement auprès des communistes turcs, par exemple. Je les ai accompagnés dans leurs enquêtes pour comprendre ce qui s'y négociait. En Belgique également, où beaucoup de Népalais étaient réfugiés, où allaient aussi les chefs maoïstes. Côté États-Unis aussi, je suis allée parler du maoïsme au Népal pour voir ce qu'on en comprenait aux États-Unis à l'époque où c'était plutôt Deleuze qui faisait le régal des académiciens, et en Angleterre où nous avons aussi beaucoup parlé des conséquences de la révolution maoïste. Donc, sur mes longues enquêtes sur la guerre révolutionnelle, les engagements importants des populations tamang bouddhistes, ainsi que d'autres exemples de guerres de type révolutionnaire, j'ai soulevé, disons, la question générale de l'étendue et de l'influence réelle de la nature supposée divine de la royauté népalaise et de son pouvoir de fédération sur différents groupes au Népal. Qu'est-ce qui avait pu convaincre les combattants d'inscrire cette loi dans le sol national? À la base même de cette conception, est-ce qu'il n'y avait pas généralement l'intervention politique des magiciens brahmanes, tels que les définissait Weber, à savoir une manière spécifiquement hindoue de légitimer le pouvoir politique en imposant une certaine conception magique de la religion? Effectivement, si le monde de la religion brahmanique est un monde de coutumes, de culte des ancêtres, un monde antérieur à la révélation, c'est-à-dire le monde enchanté de la magie au sens où l'entendait Weber, l'Entzauberung, on peut également argumenter, en fait, dans le même sens à propos des pouvoirs magiques et de la manière dont ils avaient été utilisés par les prêtres lamas bouddhistes et par le clergé bouddhiste en général. Il y en a qui vont hurler en disant le bouddhisme n'est absolument pas une église. Le bouddhisme est une philosophie, ce n'est pas une religion. Nombre de tamangs maoïsés ont lutté en réalité contre des hindous esclavagistes, mais aussi contre leurs propres chefs religieux. Effectivement, les premières guerres que j'ai étudiées sur le terrain, ça a été la guerre que les tamangs ont faite aux usuriers et aux formes anciennes de corvées, de travail forcé, effectivement, dans lesquelles ils ont été engagés quasiment jusqu'au XXIe siècle. Donc, je passe aussi, alors un peu plus rapidement, j'ai très peu parlé du sikkim, mais à propos de cette question des mobilisations collectives, à propos des formes de résistance que ces populations marginalisées, qui ont été aussi bouddhisées à des périodes différentes, euh, comme les Lepchas du Sikkim, eh bien, ils se sont engagés dès les années 95-2000 très fortement contre les politiques d'occupation de leur terroir. Ici, les Lepchas ont fait un jeûne qui a duré 60 jours à Gangtok, mais sur un mode non pas révolutionnaire maoïste, comme les Naxalites en Inde, mais sur un mode inspiré donc de Gandhi, dont on voit l'image au-dessus de Gyatso, Lepcha, Satyagraha. Cette lutte a été très documentée en Inde. Je les ai suivis non seulement dans la réserve de Dzongu, mais également à New Delhi, où ils venaient pour faire comprendre leur cause auprès de nombreux résistants aussi autochtones, déterritorialisés, déracinés, et dont les territoires étaient transformés en centres de développement, ici les barrages hydroélectriques.
Donc, revendication aussi autochtoniste que je ne cesse d'essayer de comprendre, hein, et d'une certaine manière, de rationaliser. Alors, j'en viens à mes conclusions sur, je dirais, à la fois des faussetés et des distorsions de notions de subjectivité, de nouvelles notions qu'elles ont prises à travers ces mobilisations collectives, et comment on réécrit aussi depuis l'histoire de ces sociétés à travers différents genres. La sécularisation pour les Tamangs peut se lire donc dans une réécriture fébrile de leur histoire, à partir de nouvelles notions d'indigénéité et de subjectivité, de sentiment de soi, je dirais à la fois confuse mais très hautement affirmée, dans la mesure où c'est un ethos collectif très fort qui préside encore aux réseaux sociaux aussi bien que domestiques des Tamangs. Beaucoup s'appuient sur des lectures très différentes de l'attachement au bouddhisme. Les intellectuels et les activistes s'appuient sur des documents très variés, tous qualifiés d'historiques, pour dire en gros que la vérité ne provient pas de sources officielles du pouvoir en place, mais dans leur désir de reconstruire leur histoire propre à partir de formes largement internationalisées du bouddhisme. Ils oublient pourtant parfois, souvent même, leur insertion dans et par le monde indo-népalais et surtout le fait qu'ils se sont assimilés quand même aux populations voisines du Népal, ce qu'on appelle le Népal Mandala, en particulier les Newars, avec qui ils partagent à la fois des relations quasi fraternelles, mais également une longue histoire de lutte de préséance religieuse. Simplement, à la différence des Newars, on peut voir que la manière tamang d'écrire l'histoire religieuse passe par la nécessité d'une réaffirmation sans cesse répétée de dépossession, de défaite, de domination et de subalternisation. Là encore, je trouve certains éléments de réponse à propos de l'explication du dernier mouvement révolutionnaire de la Gen Z, bien que les conditions aient fortement changé. Je dirais que les jeunes aujourd'hui, à la fois prolongent, déplacent, mais radicalisent une forme de rejet du pouvoir. Ils ne sont plus du tout sacrificiels. On détruit les lieux du pouvoir. Au Népal, c'est considérable. Elle est plus civique, cette révolution. Elle investit la rue et les réseaux tout en réactivant une mémoire d'humiliation et de domination. Elle oblige, du côté des Tamangs que j'ai pu interroger, alors je n'ai pas pu retourner au Népal récemment, en tout cas, elle oblige à tenir ensemble deux exigences qui semblent encore très prégnantes. Séculariser sans déraciner, politiser sans instrumentaliser le religieux, ainsi que l'avaient fait les maoïstes avec leur thématique des martyrs. J'ai beaucoup étudié la réécriture dans les chants que les jeunes tamangs maoïstes écrivaient à l'époque. Qu'est-ce que ça signifiait, verser son sang sur un terroir qui considéré comme, dont ils avaient été dépossédés déjà depuis longtemps. Donc, écrire l'histoire depuis ces genres. C'est à Sanjay Subramanian que je vais emprunter la distinction qu'il fait entre récit factuel et récit fictionnel pour les usagers indigènes de n'importe quelle langue, chaque fois qu'ils sont à l'épreuve d'un texte donné. C'est-à-dire que Subramanian s'est appliqué à montrer que l'histoire est écrite en réalité dans le genre dominant d'une communauté particulière, située dans un espace particulier à un moment donné dans le temps. Si les Puranas sont la forme littéraire dominante, l'histoire sera écrite à la manière des Puranas. Si ce sont les kavyas, les poèmes, nous trouverons dans l'histoire sous forme de kavya. On est donc susceptible de toujours trouver à la fois de l'histoire et de la non-histoire. Et là, je termine en forme de palinodie, si j'ose emprunter la palinodie socratique, hein, en contredisant mes prémices, puisque j'ai parlé d'une enquête historique, mais il y a aussi, bien sûr, l'importance de la non-histoire. Ce Tamba Tamang se réclamait à la fois de l'histoire, comme Ittiaskar, historien dans le sens des chroniques indiennes, mais aussi de la non-histoire, puisqu'il était un poète, et en tant que poète, il était aussi efficace d'une certaine manière pour dire cette dépossession et la nécessité des luttes que la lecture de traités sur l'art de la guerre je vous laisse deviner Machiavel ou Sun Tzu. Bon, je vais quand même conclure, il est temps. Juste, je vais conclure en fait sur, j'appelle ce que les cas Tamang et Lepcha font à l'anthropologie du religieux et du politique. Je dirais globalement que religieusement,
S'il existe une spécificité bouddhique himalayenne, elle n'a rien de pur. Elle tient à une manière située d'articuler doctrine Nyingmapa, cosmologie locale, chamanisme et politique d'alliance. Les lieux les plus éclairants ne sont pas les plus orthodoxes. Pour les Tamang, pour moi, ça a été les funérailles, les grandes fêtes des ancêtres, Doïla. J'ai retraduit avec des Tamang en 2020, justement en nous appuyant sur leur corpus religieux. On a pris le soin de les publier et c'est eux-mêmes qui les ont publiés en contexte. Qu'est-ce qu'on peut appeler exorcisme aujourd'hui? La question des pèlerinages aussi qui débordent les frontières. Et puis je dirais globalement les cuisines. Les brahmanes cuisinent le monde. Hein, qui c'est qui disait ça à Nanterre? C'était, comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. On cuisine le monde aussi chez les Tamang. Là où l'on enduit le sol de bouse de vache, là où le coton devient à la fois ceinture des femmes et mèche de lampe à huile, là où se noue l'usage, l'affect et le sens, là, je dirais, s'éprouve la force d'une morale incorporée. Côté politique, politiquement, du patronage Gorkali aux autonomismes contemporains, le religieux opère comme, je dirais, une grammaire de souveraineté et une archive vive de la domination autant que de la résistance. Il donne des mots et des gestes pour souffrir et pour protester, pour endurer et pour déplacer. La tâche présente n'est pas de choisir entre sécularisation et tradition, entre internationalisme et indigénéité, mais je dirais d'apprendre à tenir leurs tensions. Voilà, c'est-à-dire séculariser sans déraciner, moderniser sans assécher, écrire sans aseptiser. Je m'arrêterai là.